Monsieur Dan, bonjour. Je suis professeur Karim Sabri de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'INSPE à Casablanca. Je suis votre professeur de macroéconomie. Donc, ce cours est destiné principalement aux S2 groupe A et B. Et là, on est au niveau de la séance numéro 3. Donc, mon adresse email pour les personnes qui veulent me questionner et qui éprouvent des difficultés, bien entendu, vous pouvez m'écrire. Après avoir, bien sûr, donné une introduction, donc au sein de l'introduction, il y a eu lieu de la comparaison entre la microéconomie et la macroéconomie. Donc, l'origine de la microéconomie, l'école néoclassique, principalement Adam Smith, pour la macroéconomie, Keynes, surtout après la crise de 1929, donc exactement en 1936, les travaux de modélisation de Keynes, donc le modèle keynésien, ont marqué l'apparition, bien entendu, de la macroéconomie. Concernant les comportements, pour la microéconomie, il s'agit des comportements individuels, donc un agent, on cible un agent, ça peut être un ménage, ça peut être une entreprise, donc le comportement du producteur, le comportement du consommateur, par exemple. Par contre, pour la macroéconomie, il s'agit plus des comportements agrégés, des comportements collectifs. Bien. Au niveau de l'analyse, pour la microéconomie, on se focalise sur un moment N, donc l'analyse elle est dite statique. Par contre, en macroéconomie, on analyse les agrégats en évolution. Donc, c'est pour cela qu'on dit que la macroéconomie est une analyse dynamique. Au niveau de l'objet de la microéconomie, c'est le marché, tout ce qui se passe sur le marché. Par exemple, le prix, ce qui va être produit, la répartition des revenus sur le marché, etc. Par contre, pour la macroéconomie, on va plus cibler l'économie dans sa globalité, dans son intégralité. Très bien. Pour le chapitre 1, nous avons présenté tous les agents économiques, leurs fonctions principales ainsi que leurs ressources. Et bien entendu, nous avons essayé de récapituler tout le chapitre dans un tableau comme suit. Alors, le secteur institutionnel, les fonctions principales de chaque secteur et les ressources, c'est-à-dire les différentes catégories de revenus. Pour les sociétés et quasi-sociétés non financières, leur fonction principale, c'est la production des biens et des services marchands, puisqu'ils réalisent leur activité sur un marché. Bien entendu, ils cherchent à gagner de l'argent, mais il s'agit d'un marché physique, un marché réel, donc on parle d'une production des biens et des services marchands non financiers. Bien. Alors, par rapport à la ressource principale pour les entreprises, il s'agit du produit de la vente, donc ce qu'on appelle aussi le chiffre d'affaires. Pour les institutions financières, il y a plusieurs composantes. Donc, les institutions de crédit, les bailleurs de fonds, ou bien on peut les appeler les banques tout court, établissements de crédit, institutions de crédit, à côté des organismes de placement collectif des valeurs mobilières, donc les OPCVM. Leur rôle, c'est le financement, c'est-à-dire collecter et transformer et répartir les disponibilités financières et même donner des conseils concernant le placement des actifs financiers, etc. Donc, ressources, plusieurs catégories, telles que les fonds en provenance des engagements contractés, les intérêts, les commissions, les agios, ainsi de suite. Deuxième grande composante, les compagnies d'assurance, caisses de retraite. Donc, leur fonction principale, c'est assurer, c'est-à-dire transformer un risque individuel en risque collectif que nous avons appelé la mutualisation du risque. Par rapport aux ressources des assurances, il y a les primes contractuelles et il y a les cotisations volontaires. Donc, primes contractuelles, vous êtes obligé, par exemple, de prendre une assurance pour rouler, donc assurance voiture. Par contre, pour des personnes, par exemple, qui travaillent dans des secteurs non déclarés, l'économie souterraine, l'économie informelle, ils n'ont pas de couverture sociale, donc ils peuvent cotiser volontairement pour faire face à ce genre de problème, perte de travail, accident du travail, ainsi de suite. Donc, on parle de cotisation volontaire. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez.
Alors, on est arrivé aux administrations publiques, c'est-à-dire l'État. Fonction principale de l'État, double fonction, assurer des services non marchands à toute la population et deuxièmement, les opérations de redistribution des revenus. Donc, assurer des revenus sociaux, assurer des revenus secondaires, assurer ce qu'on appelle aussi les revenus de transfert. Bien. Alors, les ressources, bien entendu, de l'administration publique, ce sont les versements obligatoires. Ça peut être des prélèvements d'ordre fiscal ou bien d'ordre social, si on parle par exemple de la CNSS, etc. Nous sommes arrivés à une autre catégorie d'institutions, donc les IPSBL, les institutions privées sans but lucratif qui sont au service des ménages. Donc, ils assurent aussi un service non marchand, mais destiné à une catégorie spécifique de ménages, pas à tous les ménages. Ils n'ont pas les moyens. Alors, concernant leurs moyens, leurs ressources, il s'agit des contributions volontaires. Quelques contributions des ménages qui sont intéressés pour financer une association sportive, un syndicat, un parti politique, ainsi de suite. Bien. Pour les ménages, il peut être consommateur, donc la fonction principale, c'est la consommation, et les ressources, c'est les rémunérations des facteurs de production. Mais le ménage, dans le cadre de l'entreprise individuelle personne physique, il peut être producteur, donc il produit des biens et des services marchands. Et bien entendu, la ressource principale du ménage, c'est le produit de la vente ou le chiffre d'affaires. C'est quoi le chiffre d'affaires? C'est l'ensemble des ventes annuelles hors TVA. Bien. Alors, finalement, il y a le reste du monde, c'est-à-dire tout agent économique qui entretient des relations avec le Maroc, avec les agents sur le territoire marocain, mais géographiquement, politiquement, il ne fait pas partie du Maroc. Donc, ça peut être un ménage, ça peut être une société financière ou non, ça peut être une administration publique ou privée. Donc, ils ont, bien sûr, tous ces agents-là, ils ont plusieurs fonctions à jouer et aussi, ils ont plusieurs catégories de ressources. Bien. Alors, nous allons essayer aujourd'hui de voir le genre d'exercice qu'on peut avoir par rapport à cette discipline macroéconomique. Donc, regardez avec moi. J'ai un petit exercice qui nous renseigne sur la part du revenu des ménages des entreprises en France dans le produit intérieur brut français. Et j'ai ça en pourcentage. Alors, la première des choses, le conseil qu'on va vous donner, c'est bien lire et bien comprendre l'exercice. Donc, 50% de la solution, c'est la bonne lecture, la bonne compréhension et surtout la bonne interprétation. OK. Donc, le titre, je relis. La part du revenu des ménages et des entreprises dans le PIB. On se demande quelle est la relation entre le revenu des ménages et le PIB. Donc, comment un revenu peut participer à un produit intérieur brut? Déjà, il faut comprendre que le PIB, le produit intérieur brut, comptablement parlant, mathématiquement parlant, il est égal au revenu intérieur brut. Donc déjà, PIB est égal RIB. Pourquoi? Parce que tous ceux qui participent à la réalisation d'un produit intérieur brut, ils auront droit à un revenu. C'est normal qu'il y ait cette équivalence. Donc, si vous voulez, le PIB, on peut l'exprimer en tant que richesse réalisée, mais aussi en tant que revenu distribué. Donc, en tant que richesse, c'est le PIB, tout simplement. Mais en tant que revenu distribué, c'est le RIB. Donc, si ici on parle de revenu, bien entendu, quand il participe au PIB, c'est comme s'il participe au RIB, c'est la même chose. Bien, bien. Alors, qu'est-ce que j'ai comme renseignement? J'ai en premier lieu les revenus primaires des ménages. Donc, je dois définir ce que c'est un revenu primaire. Un revenu primaire, c'est des revenus qui sont en contrepartie, à la différence de ce qu'on appelle les revenus secondaires. Les revenus secondaires, ce sont les revenus de transfert, les revenus sociaux que l'État peut te donner sans une contrepartie directe. Exemple, la retraite.
Oui, c'est vrai que tu as travaillé tout au long de ta vie, mais tu vas recevoir une retraite décalée dans le temps par rapport à ce que tu avais assuré comme travail. Voilà. Le chômage aussi, dans quelques pays par exemple, quelqu'un qui perd son travail, il peut bénéficier du chômage. Donc, le chômage, c'est un revenu de remplacement, c'est un revenu secondaire. Bien. Donc, il y a différence entre revenus primaires et revenus secondaires. Les revenus secondaires, comme je viens d'expliquer au début de la séance aujourd'hui, ce sont les revenus de transfert, les revenus sociaux, issus de l'intervention de l'État. Donc, l'État prélève des impôts, par exemple, et elle va les distribuer sous une forme sociale. Au Maroc, par exemple, il y avait le rôle d'une caisse, صندوق المقاصة, la caisse de compensation, qui intervient dans les prix من أجل دعم بعض الأثمنة للمواد الأساسية. Donc, la caisse de compensation, il intervenait beaucoup plus avant, maintenant c'est beaucoup moins, puisque l'État, il se désengage de tout ce qui est activité sociale, malheureusement, suite aux recommandations du FMI et de la Banque mondiale. Mais bon. Alors, je ferme la parenthèse. Ceci étant dit, le revenu primaire, c'est les revenus que vous allez toucher. Vous travaillez, vous touchez directement, donc il y a une contrepartie directe. Donc, j'ai les revenus primaires des ménages, mais je n'ai pas les revenus eux-mêmes. J'ai juste la part de ces revenus dans le PIB. Exemple. Donc, ici, les ménages français, si je veux lire, participent de combien? De 74,6% dans le PIB français. Quand? En 1970. Bien. Et je peux continuer la lecture. 1980, la participation a augmenté à 76,9. Elle a diminué 73,4 et une petite reprise 74,5%. J'ai ici les revenus primaires des entreprises cette fois-ci. Donc, les revenus primaires, de combien les entreprises participent, bien entendu, dans le PIB français. 1970, ils participaient de 10,3. 1980, ça a diminué de 10 à 7. Ici, ça a augmenté et ici, ça diminue. Ah, ok. Ça, c'est juste une petite remarque que je formule. Ici, chez les ménages, la participation, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait diminué. Chez les entreprises, au contraire, elle passe de 7,8 à 11,2. Et ici, chez les ménages, 73 a légèrement augmenté. Ici aussi, légèrement augmenté. Bien. Alors, je continue la lecture de mon tableau. Je vois ici une autre catégorie de revenus. On ne parle plus de revenus disponibles, revenus primaires, mais on va parler d'une nouvelle catégorie, c'est les revenus disponibles. Donc, il faut déjà définir ce que c'est un revenu disponible. Le revenu disponible, c'est ce que vous aurez vraiment dans votre poche. Je n'ai pas compris. Par exemple, quand vous allez contracter, signer un contrat avec une entreprise, on peut vous dire que vous allez toucher 1 000 €. Donc, c'est votre revenu primaire. On s'est mis d'accord dans le contrat, c'est bon, 1 000 €. Mais à la fin du mois, vous allez vous retrouver avec 800 € ou bien 850. Et vous allez demander qu'est-ce qui s'est passé. Monsieur, vous m'avez promis 1 000 €. Oui, 1 000 €, c'est ce que nous avons signé, c'est ce que nous avions mis dans le contrat, mais il y a eu de quelques redressements. On vous a prélevé un impôt sur le revenu, l'IR. On vous a prélevé quelques cotisations pour vous couvrir au niveau social. Et on vous a donné, par exemple, une petite allocation familiale, si vous êtes fonctionnaire chez l'État, par exemple. Donc, ce que l'État va vous prendre, il est beaucoup plus important à ce qu'il va vous donner, par exemple. Donc, vous payez énormément au niveau fiscal, mais au niveau social, vous aurez quelques miettes par rapport à ce qu'on va vous prélever au niveau fiscal, au niveau taxe. Ah, donc, c'est normal que le revenu disponible, sa participation, va être beaucoup moins importante que votre participation si on va exprimer cette participation
en revenu primaire. Vous participez avec 74,6, mais avec, bien sûr, les revenus nets, en quelque sorte, disponibles, vous allez participer que de 70,9. Pourquoi? Bien sûr, parce que, je l'ai bien expliqué maintenant, il y aura des redressements, il y aura beaucoup de prélèvements et votre revenu sera à la baisse. C'est normal que votre participation aussi va être à la baisse, voilà, par rapport au PIB français. Alors, même remarque par rapport aux revenus disponibles des entreprises. Si vous comparez, par exemple, cette ligne, les revenus primaires des ménages et les revenus disponibles des ménages, vous verrez que toujours la première ligne est beaucoup plus importante que la deuxième ligne. Voilà. Vous participez de 76,9 en 80, là vous participez que de 71,1. Vous participez de 73,4 en 1990, là vous allez participer que de 68,5, ainsi de suite, et même pour les entreprises. Donc j'ai terminé la lecture du tableau. Je prends une autre valeur au hasard. Ça veut dire quoi ça? Le 9,8%. C'est la participation du revenu disponible des entreprises dans quoi? Dans le PIB français, en 1997. C'est comme ça qu'on lit ces données. Bien, bien. Alors, avant de commencer la lecture des questions, quelques précisions et quelques rappels. Donc, la répartition finale des revenus disponibles des agents diffère sensiblement de celle de leurs revenus primaires. Quoi? La répartition finale des revenus disponibles des agents diffère sensiblement de celle de leurs revenus primaires. C'est-à-dire, cette ligne, le revenu disponible d'un agent, ici c'est le ménage, elle diffère sensiblement des revenus primaires des ménages. Pour un autre agent qui sont les entreprises, 10, 8, 7, 6, 11, 9, 11, 9. Donc aussi, on voit très bien que ça diffère sensiblement. Alors, la répartition finale du revenu disponible des agents diffère sensiblement de celle de leur revenu primaire. Pourquoi? Du fait de la redistribution avec prélèvement d'impôts, de cotisations sociales, puis versement de quelques prestations et de quelques transferts tels que les allocations familiales. Des remarques. Le revenu primaire des ménages est composé de plusieurs catégories. Salaire privé et public, revenu de la propriété, la rente. Donc, si vous êtes propriétaire d'une terre et vous la louez, vous aurez ce qu'on appelle la rente. Alors qu'il s'agit de revenus des entrepreneurs individuels tels que les agriculteurs, les commerçants, même les ménages entrepreneurs individuels, personnes physiques. Aussi, quelques loyers reçus par les propriétaires, si vous avez des biens immobiliers, ou même des revenus du placement financier, par exemple, vous êtes propriétaire de quelques actions, vous les vendez à la bourse et vous réalisez des plus-values, ou même des intérêts quand vous placez votre argent à la banque, bien entendu, pour avoir des intérêts, dans un compte, le compte courant, mais plus un compte bloqué, un compte à terme. Et vous pouvez même bénéficier de ce qu'on appelle les dividendes. C'est quoi les dividendes? C'est quand vous êtes associé dans une entreprise, vous réalisez des bénéfices et la partie distribuée du bénéfice, ça s'appelle dividende. L'autre partie que l'entreprise va garder, ça s'appelle les réserves. Mais là, j'avais fait le tour de plusieurs catégories de revenus des ménages. Mais généralement, les salaires privés constituent la plus grande part de ce revenu. Donc, puisque le secteur privé, c'est celui qui emploie plus, bien sûr, les ménages français, et c'est celui qui distribue plus de revenus pour les ménages. Donc, juste pour vous montrer ici qu'il y a une relation entre les entrepreneurs et entre les ménages, les chefs d'entreprise et
les salariés qui travaillent chez eux. Je n'ai pas bien compris. Donc, quand j'avais parlé, par exemple, des domaines de la macroéconomie dans le chapitre introductif, alors parmi les domaines, bien entendu, de la macroéconomie, j'avais parlé dans un premier lieu des faits économiques et aussi des interdépendances entre les agents et entre les variables économiques. Donc ici, il y a lieu de rappeler ceci. Quoi? Qu'il y a une relation entre les ménages et entre les chefs d'entreprise. Alors, si le chef d'entreprise va garder plus d'argent pour lui, hein, il est radin, alors là, bien entendu, il va exploiter davantage ses salariés et il va distribuer moins de salaire. Si au contraire, il est plus, on va dire, généreux et tout ça, et il va prendre une attitude plus sociale, hein, alors là, il va distribuer des salaires et il va garder un peu moins. Donc, on peut rêver, mais bon. Dans tous les cas, on parle d'une interdépendance, d'une relation entre chef d'entreprise et un salarié, donc relation entre les agents, mais aussi entre les agrégats. Agrégat premier, c'est les bénéfices et deuxième agrégat, ce sont les salaires. Donc, deux catégories de revenus différents. Alors, on parle des interdépendances entre les agents économiques et entre les variables économiques. Très bien. Maintenant, je peux commencer l'exercice. Ça va devenir beaucoup plus facile. Alors, première question. Pourquoi, pour chaque type de revenu et pour chaque année, le total n'est-il pas égal à 100? Je n'ai pas bien compris. Il faut relire. Pourquoi pour chaque type de revenu? Combien de types de revenus j'ai ici? J'ai les revenus primaires, j'ai les revenus disponibles. Il y a deux catégories de. Ah, donc je prends le primaire, le revenu primaire. De combien il participe ici? De 74,6. Et ici, de 10,3. Vous faites, bien sûr, l'addition. Vous n'allez pas avoir un total qui est égal à 100, n'est-ce pas? Donc, 74,6 plus 10,3, ce n'est pas égal à 100. Hein? À la rigueur, 85. Ici, 76,9 plus 7,8. Donc, le total n'est pas du tout égal à 100. Ici, 60. Donc, vous faites toujours le total de chaque type de revenu. Vous n'allez pas obtenir un total de 100%. Ici, la même chose. Je passe à la deuxième catégorie, revenu disponible. 60,9 plus 8,2. Donc, on voit très bien que ça ne dépasse pas, bien entendu, 80%. Où sont les 20%? Ici, la même chose. 71,6, donc 77, 78, pas plus. On n'arrive jamais à 100, même ici, même ici. Et c'est ça la question. Pourquoi pour chaque type de revenu et pour chaque année, donc quand je fixe l'année, c'est la colonne, on n'a pas un total de 100%. Bien, bien. Donc, ce tableau, ça vous dit quelque chose? Bien oui, je viens de le rappeler. On voit très bien qu'il y a plusieurs agents qui participent dans la création de la richesse, dans la création de la valeur, dans le PIB. Ah oui. Et ici dans le tableau, qu'est-ce que j'ai laissé exprès? Je n'ai laissé que deux agents, ménage et entreprise. Et ici, on voit très bien qu'il n'y a pas que ménage et entreprise. Il y a les institutions financières, il y a les administrations publiques, il y a les associations, il y a même le reste du monde, ainsi de suite. Bien, bien. Donc ici, on peut comprendre que ce tableau ne représente pas la participation de tous les autres agents économiques, puisque nous avons présenté que les ménages et les entreprises. Et nous avons négligé exprès, nous avons enlevé des lignes qui représentent la participation des autres agents économiques. S'il y avait la participation des autres, on aura un total des revenus primaires de combien? De 100%. Mais ici, ce n'est pas le cas, puisque plusieurs agents ne figurent pas. Donc voilà.
Le PIB ne se répartit pas seulement entre les ménages et les entreprises. Il y a d'autres agents économiques que nous avons négligés exprès dans ce tableau, tels que les associations, l'État, le reste du monde, ainsi de suite. Bien. C'était une question un petit peu difficile quand même, hein. Il fallait réfléchir, il fallait... Mais bon, la prochaine fois, s'il vous plaît, j'avais oublié de vous dire, faites pause, voilà, lisez à tête reposée l'exercice, essayez de le faire et après, vous pouvez relancer la vidéo pour avoir la solution. Donc, faites-le, s'il vous plaît. C'est mieux, hein? Quand on vous donne directement les réponses, vous n'allez pas les mémoriser. Par contre, quand vous allez éprouver une difficulté à résoudre un problème, et après, quand on vous donne la réponse, ça va être mémorisé. Soyez-en sûrs et certains. Bien. La deuxième question, troisième, quatrième, donc 2 et 3, c'est plus des questions de lecture pour vous familiariser avec la lecture et l'interprétation des tableaux statistiques, sans plus. Regardez. Entre 1980 et 1997, vous fixez les années, celle-là et celle-là. Quelle catégorie d'agents économiques a profité de l'évolution de la répartition primaire et comment vous pouvez l'expliquer? Je n'ai pas compris. Je répète. Entre 1980 et 1997, oui. Quelle catégorie d'agents économiques? Donc, combien d'agents économiques nous avons ici dans le tableau? On a la première catégorie d'agents économiques, les ménages, et on a une deuxième catégorie, les entreprises. Donc, on compare ces deux. Pourquoi ces deux? Pourquoi pas ces deux? Parce que j'avais dit à profiter de la répartition primaire et pas secondaire. Ah, d'accord. Donc, revenu primaire, c'est les deux premières lignes. Et bien entendu, les deux agents, ce sont les ménages et les entreprises. Et les années que j'ai fixées, c'est entre 1980 et 1997. Regardez, je compare cette année par rapport à cette année. 76, 74 et ici 7, 8, 11,9. Donc, qui a profité le plus? Ah ben, ce sont les entreprises, n'est-ce pas, monsieur Da? Ben oui, parce que le 7,8 a connu une augmentation pour passer à 11,9. Je compare cette année et cette année. Par contre, chez les ménages, 76 avait connu une baisse à 74,5%. Voilà. Alors, c'est ça l'interdépendance. Quand les entreprises vont garder plus de revenus pour eux, ils vont participer plus dans le PIB. Tandis que c'est le contraire qui va se passer chez les ménages. Bien, bien. Alors, comment explique-t-on ceci? Ben, écoutez, pour vous, à votre niveau, vous n'avez pas d'informations dans le texte. Donc, vous pouvez vous lancer dans un certain nombre d'hypothèses. À votre avis, qu'est-ce qui a fait que les entreprises vont plus garder d'argent que les ménages? Ben, ce sont les employeurs, hein? Ce sont les patrons. Et ils peuvent être généreux ou le contraire. Ça, c'est une hypothèse. Deuxièmement, ils peuvent remplacer les machines, hein? Donc, les hommes, donc les salariés, les ménages vont être remplacés par des machines. Ça aussi, c'est une autre hypothèse. Ainsi de suite. Vous pouvez aussi parler de délocalisation, carrément. Aller dans des pays émergents, aller dans des pays qui ont une caractéristique main-d'œuvre moins chère, etc. Et laisser tomber la France. Donc, chose que Renault avait fait par rapport au Maroc. Donc, voilà, la délocalisation. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le renversement de la tendance pour cette partie, donc 1980-1997, cette partie de l'histoire. Alors, voilà, ce sont des hypothèses. Alors, ce sont les entreprises qui ont le plus profité de cette répartition, ça c'est la réponse. En effet, ce sont les entreprises qui décident via les salaires du revenu des ménages. Par conséquent, ils peuvent décider de limiter la hausse des salaires ou le contraire. Hypothèse 2, peut-être la machine pour cette périodicité a plus remplacé l'homme. Une autre hypothèse, peut-être la politique de délocalisation. Donc, voilà. Bien. Donc, ça, c'était la deuxième question.
Troisième question, même type de question. Qu'est-ce qui a changé entre la période, cette fois-ci 1970-1980, et celle de 1980-1997? Pour quelle catégorie? Pour la même catégorie de revenus, donc les revenus primaires. Alors, regardez, 74, ça a augmenté, mais ici, pardon, 74, ça a augmenté à 76. Par contre, 10, ça a baissé. Et le contraire qui se passe ici. 66, on l'avait déjà analysé. Ça a baissé, mais ici, ça a augmenté. Donc, quand les entrepreneurs décident de garder plus, ils vont donner moins de salaire et vice-versa. Quand ils vont décider d'être plus généreux, distribuer plus de revenus, ils vont garder moins de revenus pour eux, moins de bénéfices. Donc, l'évolution de la répartition, on parle ici de pourcentage, pas de volume, des revenus primaires entre les entreprises et les ménages pour les périodicités, elle est exprimée comme suit. Alors, pour la période 1970-1980, le revenu primaire des ménages augmente en proportion, tandis que celui des entreprises baisse. Sur la période 80-80, c'est le contraire qui s'est passé. Voilà. Ça explique l'interdépendance. Alors, question numéro 4. On nous dit, après redistribution du part du PIB revenant aux ménages, augmente-t-elle ou diminue-t-elle par rapport à celle dans les revenus primaires et comment peut-on l'expliquer? Je n'ai pas compris. Déjà, le mot après redistribution, ça veut dire après intervention de l'État. Quand l'État a bien sûr est intervenu pour redistribuer, ça veut dire qu'il y aura des prélèvements alors, donc fiscal et d'ordre social. Alors, après la redistribution, est-ce que la partie PIB des ménages augmente ou diminue-t-elle par rapport au revenu? Ça veut dire que je dois comparer cette ligne, revenu primaire des ménages, mais à quoi? Après la redistribution, c'est-à-dire à cette ligne, puisque le revenu disponible, c'est le revenu net après redistribution. Donc, toute cette ligne, il est supérieur à cette ligne si on la compare année par année. Pourquoi? Ben, vous le savez très bien. Avant, vous touchez, vous savez, hein, dans le contrat, vous avez signé, si on vous laisse votre revenu primaire, les 1000 euros que vous avez promis, vous allez bien entendu participer dans le PIB grâce à la dépense et tout ça. Mais là, l'État va vous prélever. C'est normal que vous allez participer moins à cause des prélèvements. Pourquoi ces prélèvements? C'est pour assurer des services, hein, de l'infrastructure, donc ce qu'on appelle les services régaliens. Alors, c'était question 4. Après redistribution, la part du PIB revenant aux ménages diminue. Il y a les impôts, les cotisations payées. Pourquoi? En effet, les prestations sociales, les transferts, mais également il y a des services régaliens que l'État doit assurer, tels que l'armée, la police, la justice, etc. Voilà, l'État va vous donner quelques, bien sûr, prestations sociales, mais elle va vous prélever beaucoup plus. Bien. Comment a varié entre 1970 et 1997, quoi? La part des revenus disponibles revenant aux entreprises. La part des revenus disponibles revenant aux entreprises. Donc, je fixe cette ligne. J'ai l'année 1970 et j'ai cette année-là. Et on me demande aussi, qu'est-ce qu'on me demande aussi? Calculer et interpréter le taux d'évolution de cette part pour les 2 années. Donc déjà, avant de passer au calcul et tout ça, je vais remarquer, je vais analyser. 8,2, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une chute de 8,2 à 6. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une reprise. Ah bon. Et ici, une légère augmentation. C'est comme ça qu'on doit interpréter. 8,2 a chuté à 6,2. Par la suite, il y avait une bonne reprise, hein, une augmentation vers 9, et une légère augmentation. Bien. Mais quand vous allez faire l'analyse ou bien le taux d'évolution, on va vous demander juste 2 années, celle-là et celle-là, c'est-à-dire cette année-là, 9,8 par rapport à quoi? À 1970. Donc, cette valeur par rapport à cette valeur, n'oubliez pas le taux d'évolution, je l'avais dit, hein, dans la première séance. Une variation, une évolution, c'est la valeur x de n moins la valeur de x moins 1 ou la moins 2 ou la moins 5, ou là, ça dépend. Ici, c'est
cette valeur moins cette valeur diminuée par, bon, donc la soustraction de ces deux valeurs, mais divisée par l'ancienne valeur. Donc la valeur d'arrivée moins la valeur d'origine divisée par la valeur d'origine et vous multipliez par 100. On fait ce calcul, on va se retrouver avec un pourcentage de 19,50. Donc 9,8 moins 8,2 divisé par 8,2 multiplié par 100, ça fait 19,5. Alors, si vous faites juste l'autodévolution, vous allez penser qu'il y aura une augmentation entre 1970 et 1997, une augmentation en moyenne de 19,5. Mais si vous le faites année après année, là vous verrez ce que les années peuvent cacher. Donc c'est mieux d'analyser, bien sûr, année après année, et pas prendre des périodicités trop éloignées. Donc ça peut vous induire en erreur. Voilà, très bien. Alors, il a chuté, puis il y avait une reprise à la fin. On a une légère augmentation. L'autodévolution, il est de 19,50. En comparaison des 2 années, cette part a augmenté de presque 20%. Mais ça ne doit pas cacher qu'il y avait une reprise, une chute, etc., etc. À la fin, entre 1980 et 1997, on nous demande comment le revenu disponible des ménages a évolué. Ben ici, je n'ai aucune information sur le revenu lui-même. J'ai juste les parts des revenus dans le PIB. Donc, je n'ai aucune information. C'était une question piège. On ne va même pas entrer dans les détails puisqu'on me parle de l'évolution du revenu disponible lui-même et pas de sa participation dans le PIB. Donc, question piège. Alors, on ne peut pas savoir quand on doit également connaître l'évolution du PIB pour la même périodicité pour pouvoir constater l'évolution des revenus disponibles des ménages. Bien, c'était la fin de l'exercice. Séance prochaine, ça sera le chapitre 2, circuit économique et l'équilibre macroéconomique. Merci de votre attention.